On aura l'occasion d'échanger avec la salle sur ce sujet-là, mais je crois que c'est assez juste ce que tu viens de dire. Je me retourne maintenant vers Edoui Plenel, qui, comme Audrey, est un habitué maintenant des rencontres Altaïr Festival Off. Alors Edoui, toi tu as été rédacteur en chef du Monde pendant de nombreuses années. Tu en es parti pour monter un site que tout le monde connaît, qui s'appelle Mediapart, qui a fait un certain nombre de révélations. Tu as été l'auteur d'un livre que j'ai ici, dont on parlera tout à l'heure, Le droit de savoir. Je trouve que dans le paysage de l'information en France, tu es, avec Mediapart et avec les cofondateurs de Mediapart, un des moteurs d'une prise de conscience de cette problématique. Et il y a beaucoup de choses m'ont intéressé dans ton livre, mais ce concept de démocratie de basse intensité m'a beaucoup intéressé. Et il y a une autre de tes phrases qui m'a posé un problème ou une interrogation. Tu nous disais qu'en 68, il y avait un livre qui était sorti sur la presse, le pouvoir et l'argent. Et tu poses la question, 45 ans après, nous sommes devant ce même triple défi. Tu as la parole, Edoui. Oui. Bonjour à tous. Ce serait trop court une après-midi pour refaire l'histoire des servitudes et des dépendances françaises en termes démocratiques, dont la presse et les médias sont un exemple. En clair, dépendance d'une culture présidentialiste verticale qui piège ses propres acteurs, y compris leurs propres promesses. Je ne ferai plus de conférences de presse à l'Élysée. Puis un an après, j'ai changé. Le système gagne toujours sur les hommes. Et d'autres servitudes qui sont évidemment la très faible mise à distance des intérêts financiers extérieurs à l'information. Nous sommes la seule grande démocratie dont les grands médias sont privés, sont propriétés d'industriels qui ne sont pas des industriels de l'information, qui donc achètent de l'influence, qui n'achètent pas du dynamisme, qui ne sont même pas libéraux au sens à la fois économique et politique du terme. Mais moi, je voudrais repartir d'un mot que François Hadibi a prononcé au tout début, qui est le mot « confiance ». C'est un mot doublement clé pour moi. Premièrement, la question de la crise de confiance entre le public et les journalistes. C'est ce qui vous a fait certains applaudir les propos d'Audrey Pulvar tout à l'heure. Cette crise de confiance profonde et qui est un défi pour les journalistes. Comment on reconquiert la confiance du public? Comment on retrouve ce lien avec le public? Et derrière le mot confiance, il y a un autre aspect qui est au cœur de ce qui est notre écosystème commun, l'enjeu démocratique, et comment notre démocratie retrouve confiance en elle-même. Comment elle sort de la déploration, de la dépression. Et retrouver confiance, c'est retrouver une dynamique de participation. Et là, on voit bien, y compris les enjeux électoraux, de ras-le-bol, d'abstention, de non-implication, et qui est une forme de refus et de critique. Et derrière ce mot confiance, participation, il y a un mot essentiel, du coup, qui est comment on crée de la valeur commune, de la valeur d'entreprise, de presse, mais valeur de la démocratie, de sa vitalité. La question de la confiance pour les économistes est la question sur laquelle ils butent toujours. Ils se trompent très souvent, ils font des grands modèles et leurs pronostics sont souvent démentis par la réalité. Et ils butent sur une énigme qui n'est pas quantifiable, qui est celle de la confiance. Et la confiance renvoie à une dynamique politique et un rapport entre l'individuel et le collectif. Pourquoi je pars de là ? Parce que pour moi, le propos de ce débat de cet après-midi a comme enjeu non pas les médias et les journalistes, mais au départ la question démocratique. Et comment les médias et les journalistes se situent par rapport à cette question, quitte à se mettre en cause eux-mêmes. Et cette question, c'est quel est l'idéal démocratique? D'abord, tombons d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'idéal démocratique. Parce que tout le monde parle de la démocratie, mais il y a en effet des démocraties de basse intensité. On vote tous les 5 ans pour choisir son maître et puis on retourne en servitude. Tocqueville y avait pensé, il appelait ça la tyrannie douce. Monsieur Poutine pense qu'il anime une démocratie, on vote.
Il y a des démocraties qui violent les droits fondamentaux. Il y a des démocraties où il y a des trous noirs comme Guantanamo, et ainsi de suite. Il y a des démocraties qui ont toléré la torture. Donc, la question de la vitalité de la démocratie renvoie à une question première. C'est qu'est-ce que c'est que l'idéal démocratique? L'idéal au sens d'un horizon. Non pas d'une société parfaite, il faut s'en méfier des sociétés parfaites, elles sont toujours imparfaites, mais elles sont diverses, elles sont plurielles, elles sont dynamiques, elles ont des acteurs différents. Et l'horizon, c'est un peu comme quand on fait une randonnée, ce qui vous met en branle. Vous avez envie d'atteindre le point de vue, vous avez envie d'aller sur la ligne de crête, vous avez envie d'aller voir le paysage, le lever ou le coucher du soleil. Ça vous élève. Ça vous élève tous ensemble. C'est une dynamique, un effort qui vous sort de la vallée et de ce qui pèse sur vous. Donc l'idéal démocratique, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est l'idéal démocratique? Et l'idéal démocratique, tel que nous l'avons lancé à la face du monde dans ce pays-ci, contre les oligarques, les experts et les sachants de l'époque, c'est l'idée du n'importe qui. C'est la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. 4 août 89. Sans privilège de naissance, sans privilège de fortune, sans privilège de diplôme, sans privilège d'origine, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de participer, j'ai le droit de voter, j'ai le droit d'agir, j'ai le droit de protester. J'ai même, oh scandale, le droit d'être candidat, voire le droit d'être élu, voire le droit de gouverner. 1% d'ouvriers aujourd'hui dans nos élus à l'Assemblée. Mais c'est le groupe social majoritaire avec les employés. Vous voyez bien qu'on en est loin. Donc on en est loin, mais on en est plus ou moins dans une vitalité, une dynamique par rapport à ce n'importe qui. Et ce n'importe qui aura toujours face à lui, dans des moments de transition comme ceux qu'on vit aujourd'hui, des moments de trouble, des moments d'incertitude, la tentation oligarchique. Ce mot qui s'est imposé ces dernières années, et Mediapart y a contribué dans le langage courant, est un mot important. Car il dit bien, et il renvoie à des débats de cette époque-là par rapport à la trahison des idéaux républicains démocratiques originels. L'oligarchie, c'est ceux qui pensent, parce qu'ils ont la naissance, la fortune, le diplôme, qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Ils sont intéressés, parfois avides, mais ils sont parfois désintéressés parce qu'ils pensent comme des avant-gardes qu'ils savent mieux ce que le peuple a droit, ce qui est faux pour le peuple. Et donc j'ai la fortune, j'ai les moyens, j'ai les diplômes, j'ai le savoir, j'ai la naissance, j'ai les réseaux. Et donc j'aurai plus de possibilités que le commun des citoyens. Donc cette question du n'importe qui est une question vitale. Comment faire vivre ce n'importe qui? Car nous aurons, et nous ne serons plus de ce monde quand d'autres oligarchies, cela reviendra toujours, cette tentation oligarchique. Et donc comment essayer de la limiter? Comment essayer de l'entraver? Comment essayer de la réduire? C'est là que se joue le droit de savoir. Parce que si je ne sais pas, comment je vais pouvoir agir? Si le savoir est la propriété de ceux qui ont les moyens de savoir, qui ont les diplômes, qui ont la naissance, qui ont la fortune, les experts, les sachants, les dominants, les puissants, ceux qui se sentent propriétaires, ce que l'on appelle chez nous aussi l'énarchie, toutes sortes de visions que l'on a parfois à tort de manière complotiste. Il faut les renvoyer à cette histoire-là, cette tentation pour le meilleur ou pour le pire, oligarchique, de l'expert, du sachant, de l'avant-garde, du bienfaiteur, qui sait mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et donc la question du droit de savoir est une question démocratique essentielle. La démocratie, ce n'est pas seulement élire ses représentants. C'est une délibération permanente, c'est une participation permanente. Et pour participer, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de juger. Il a promis ça, fait-il l'inverse? Que cache-t-il? Que fait-il réellement? Quels sont les liens? Quels sont les acteurs? J'ai besoin de savoir. Donc cet enjeu n'est pas un enjeu professionnel, c'est le vôtre. C'est un enjeu démocratique essentiel. Le droit de savoir, la liberté de l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Alors, je l'ai dit, c'est un idéal. Et c'est un idéal que, comme l'horizon, on n'atteint jamais. Mais, au moins, essayons de l'approcher. Et là, nous sommes aujourd'hui dans un moment clé. Et la réponse de cette histoire dépendra de l'attitude de chacun d'entre nous. Car jamais, dans l'histoire de l'humanité,
la possibilité de l'exercice de ce droit de savoir de la façon la plus large possible n'a été si proche grâce à la révolution numérique. Mais jamais, jamais, ce droit de savoir, sous la démocratie, je ne parle pas des dictatures ou des totalitarismes, n'a été autant menacé sous l'alibi des démocraties. Nous sommes dans ce moment de tension. Jamais il n'a été aussi proche, tout simplement parce que le numérique, c'est un instrument. Le numérique, c'est des tuyaux. La bataille, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Les tuyaux ne font ni de bien ni de mal. Les tuyaux, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Si la vieille presse fait n'importe quoi dans les tuyaux, c'est son problème. Parce que la vieille presse est en crise d'identité. Et en effet, toutes les grosses bêtises sur le net sont venues de la vieille presse imprimée, jamais du numérique et de la presse numérique. Le numérique, ce sont des tuyaux. C'est une agora. C'est une agora où nous sommes descendus de l'estrade. Nous, les professionnels. Nous ne sommes plus au-dessus de ce peuple. Parce qu'avant, il faut le dire, les journalistes étaient dans ces oligarques. Ils étaient au-dessus. Pour m'exprimer dans l'espace public, il fallait que Audrey Pulvar me tende son micro. Il fallait que Edoui Plenel au Monde publie ma tribune. Il fallait que j'existe à travers d'eux. Aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, et parfois je dis des bêtises, moi le simple citoyen, je peux m'exprimer sans eux. Ils n'entendent pas ma cause, ils n'entendent pas ma souffrance, eh bien je peux. C'est une nouvelle démocratique essentielle, aussi forte que les nouvelles à la main de la Révolution française. Ces journaux recopiés au Palais Royal, il y avait le meilleur et le pire. Le meilleur, c'était l'élaboration de la démocratie, les débats des assemblées, les discours de Robespierre, tout ça se débattait. Et puis il y avait le pire, la reine scélérate, Marie-Antoinette, ses amants, etc. Bien sûr qu'il y avait le pire, mais il y avait le meilleur. Et le meilleur a fait le tri pour l'histoire. Et donc, voilà le numérique. Le numérique, c'est quoi ? C'est l'égalité, c'est l'horizontalité, c'est l'absence de frontières, c'est la nouvelle alliance entre journalistes, citoyens et lanceurs d'alerte. C'est l'open data, la possibilité de la documentation de manière formidable. C'est les cours du Collège de France en direct et sans avoir besoin d'entrer dans la petite salle du Collège de France. C'est le partage du savoir. Wikipédia, l'étude a été faite. La version anglaise. Il n'y a pas moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica imprimée. Parce que la collectivité est toujours intelligente, elle s'auto-corrige, elle s'auto-limite. Et les bêtises dont parlait Audrey sur les réseaux sociaux, eh bien, ils s'auto-corrigent. Moi aussi, j'en entends, et moi aussi, j'en suis victime. Mais l'histoire avance autrement. Autrement, on ne comprendrait rien au succès de Mediapart, qui n'a marché que comme ça, par cette horizontalité, par cette gratuité démocratique, et qui a du coup créé de la valeur d'un média indépendant. Donc jamais nous n'avons été aussi près, et les révolutions arabes nous l'ont montré, de cette circulation de l'information, de cette horizontalité, de cette stratégie possible du faible au fort, montrer que le roi est nu, montrer qu'il nous espionne, montrer qu'il torture, montrer qu'il ment, montrer qu'il fraude le fisc, montrer qu'il fait de l'évasion et de la fraude fiscale, qu'il viole la loi commune. Mettre à l'agenda public, par la dynamique d'en bas, des questions centrales qui traînaient, qui attendaient, qui étaient en souffrance. Les faits de l'affaire Bettencourt, les faits de l'affaire Cahuzac. Mais il n'y avait pas besoin de ces affaires pour savoir que l'évasion et la fraude fiscale sont au cœur de l'appauvrissement des nations. 50 milliards d'évasion fiscale en France chaque an, comparé au déficit des retraites. Le montant des avoirs financiers dans les paradis fiscaux, 25 000 milliards d'euros, plus que le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon. Et ça ne compte pas les immeubles, les œuvres d'art, les chevaux de course. C'est un vrai détournement des richesses nationales, alors que nous vivons cette crise de souffrance profonde et où on nous inculque la stratégie du choc, la stratégie d'accepter, de subir. Regardez ce qui se passe en Grèce. Donc nous avons une révolution numérique qui appelle profondément une refondation, si le mot révolution fait peur, une refondation démocratique, une reformulation audacieuse des idéaux de la démocratie. Comme la Troisième République, à ses débuts, quand enfin elle est sortie du siècle d'enfer qui avait suivi et de négation de la démocratie qui avait suivi la Révolution française, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait la loi sur l'école et la loi sur la presse. Et c'était contemporain déjà d'une révolution industrielle. Le début de la presse de masse, l'imprimerie, la rotative. Savoir lire, écrire, et savoir avoir un journal, et que le journal... Nous sommes au même moment démocratique.
Et qu'est-ce que nous avons en face? Eh bien, les oligarques ont pris peur. Ils ne veulent pas qu'on s'empare de tout cela. Et ils ont une crispation sur leurs secrets, secrets d'État, secrets d'argent. Vous avez cette histoire sous vos yeux et vous ne pouvez pas rester indifférent. Qu'est-ce que c'est que le sort du soldat Bradley Manning? Qu'est-ce que c'est que le sort de Julian emprisonné dans des conditions tout ce qu'il y a de plus contestables pour avoir révélé des atteintes aux droits humains, une sale guerre, des crimes contre des peuples, contre des civils? Qu'est-ce que c'est que Julian Assange enfermé dans le petit étage de l'ambassade de l'Équateur à Londres pour avoir créé cela, cette stratégie du faible au fort, de diffusion de l'information? Qu'est-ce que c'est que Edward Snowden? C'est au siècle précédent qu'on pensait qu'il y avait encore une planète sans visa pour des citoyens du monde, qui du coup parfois étaient assassinés dans la complicité des totalitarismes. Et aujourd'hui, on a un citoyen américain dont tous les médias ont repris les informations, tous les médias, sur la surveillance généralisée, quitte à découvrir une réalité qui était déjà documentée, et on le laisse là, sans visa, au point que la France se couvre de honte en refusant le survol à un chef d'État, le président de la Bolivie, parce qu'il y aurait peut-être ce petit Edward Snowden dans l'avion. Et du coup, il y a, honte à nous, des manifestations en Amérique latine, là où nous étions populaires, contre nos ambassades. Victor Hugo se retourne dans sa tombe. Et au même moment, il y a M. Falciani, l'homme qui a fait les informations il y a 4 ans sur la première banque du monde, HSBC, et que la Suisse a voulu embastiller, que la France n'a pas su protéger, qui a donc dû aller en Espagne, qui maintenant, grâce à toutes les batailles que nous avons menées, il est enfin prêt à parler pour la France, parce qu'en Espagne, il a donné des informations très importantes. Et là, vous l'avez sous vos yeux, un des témoins essentiels de l'affaire Cahuzac, un des témoins essentiels de toutes les enquêtes sur l'évasion et la fraude fiscale en France, Pierre Condamin-Gerbier, est au secret embastillé en Suisse, au nom du secret financier, du secret de la banque, du fait qu'il n'a pas le droit de révéler quoi que ce soit des activités de la finance. Or, qu'est-ce que c'est le droit de savoir? Qu'est-ce que c'est que le concept de lanceur d'alerte? C'est l'idée que des secrets légitimes, oui, un État a le droit d'avoir des secrets, oui, une entreprise a le droit d'avoir un secret des affaires, oui, la vie privée, on a le droit à la protéger. Mais ces 3 secrets, secret d'État, secret d'affaires, secret privé, ne peuvent pas être l'alibi de protection de délits, d'infractions, de crimes contre le bien commun. La sécurité nationale ne peut pas être l'alibi pour commettre des atteintes fondamentales aux libertés individuelles. Le secret des affaires ne peut pas être la protection pour commettre des délits d'infraction et d'évasion fiscale à très grande échelle qui dépouillent des nations. Et l'intimité de la vie privée ne peut pas être l'alibi pour protéger des délits de trafic d'influence, d'évasion fiscale de nouveau, de financement illicite de partis. C'est l'affaire Bettencourt et vous êtes sans doute au courant de la condamnation qui commence à être appliquée depuis, nous n'avons 8 jours, puisqu'elle nous a été signifiée, contre Mediapart sur l'affaire Bettencourt. J'en termine pour dire la chose suivante. Nous sommes dans ce moment-là où il y a une modernité qui nous ébranle. Dans ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de cette modernité. Il faut aller y défendre le meilleur de la tradition. C'est-à-dire qu'il faut se saisir de cette modernité pour revitaliser les idéaux démocratiques dans leur force originelle. Il ne faut pas être dans la crainte, il ne faut pas être pusillanime, il faut sortir de cette résignation. Et l'histoire de Mediapart par rapport à la presse et de tous les autres qui mènent ce combat de l'information de qualité indépendante, libre sur le numérique, est celle-là. C'est pour ça que je voudrais vous inviter, car il nous faut changer ce rapport de force. Je sens la crispation à venir. Je sens, et c'est le sens de la décision Bettencourt, qui a cassé des décisions qui étaient protectrices du droit de la presse il y a 3 ans en notre faveur. Nous sommes également mis en examen pour
complicité à la vie privée, d'atteinte à la vie privée, alors que toutes nos informations ont été triées, vérifiées et sont toutes d'intérêt public, et que nous n'avons pas porté atteinte à la vie privée. Mieux, nous avons protégé une vieille dame, fût-elle la première fortune de France, et la femme la plus riche d'Europe, une vieille dame de ceux qui voulaient la dépouiller. Nous avons fait cela. Je sens combien cette coalition oligarchique voudrait que ça cesse. Je sens sa violence, je sens sa volonté de faire taire cela, je sens ses complicités en toute frontière. Je vois, hélas, les coups de fil de M. Obama, à M. Poutine, à M. Correa, qui hélas, en Équateur, n'est pas très tendre avec sa propre presse. Je sens ce climat-là qui revient. Et donc, je vous appelle à vous mobiliser pour ce droit de savoir comme une question politique centrale. Et pour cela, assigner l'appel que nous avons lancé et dont YAG et Reflet sont co-signataires, ainsi que Les Inrecuptibles qu'a dirigé Audrey pendant quelque temps. Cet appel, nous avons le droit de savoir. Il est signé par François Rebsamen comme par Jean-Luc Mélenchon. Il est signé par des dirigeants du MoDem comme par des dirigeants du Parti communiste. Il est signé par l'ensemble des parlementaires écologistes et par nombre de parlementaires socialistes. C'est-à-dire toutes ces formations qui sont en bisbille, qui sont en dispute, le signent. François Cluzet le signe. François Weiergans de l'Académie française le signe. Philippe Claudel le signe. Anouk Grimbert le signe. Éric Fassin, je pourrais en citer plein. Mobilisez-vous. Sinon, dans une semaine, à midi pile, les informations Bettencourt, et ce sera le début, car il y en aura d'autres offensives, si cela fait jurisprudence, devront être toutes, dans une semaine, à midi pile, censurées sur Mediapart. Je te remercie, Edoui, pour cet exposé d'une grande force. On va de notre côté se mobiliser pour répandre sur tous nos réseaux cet appel. Et on va poursuivre par des réactions peut-être sur les intervenants. Et tout de suite après, on donnera la parole à la salle pour avoir des échanges. Et à ce moment-là, les intervenants reprendront la parole après vos questions. Audrey. Oui, c'est peut-être un manque d'optimisme, mais Edoui, de la même façon que je ne crois pas dans la main invisible du marché régulatrice, l'un des fondamentaux de l'idéologie capitaliste, je ne crois pas non plus dans la main invisible régulatrice des réseaux sociaux ou de l'Internet, ou du fait que les choses se résolvent d'elles-mêmes, que les fausses informations soient d'elles-mêmes, enfin, du fait de la participation communautaire de ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou sur Wikipédia, etc., que les choses se résolvent d'elles-mêmes, malheureusement. On en a eu l'exemple encore là récemment avec ces fameux tweets antisémites, racistes et homophobes qui s'étaient déversés sur Twitter, et l'incapacité ponctuelle, puisque finalement ils y sont venus, de Twitter de répondre à la demande des personnes qui avaient été choquées par cette campagne antisémite, homophobe et raciste, de pouvoir identifier les auteurs de ces faits, de ces tweets qui contreviennent à la loi française. Alors évidemment, dans cette affaire, j'ai personnellement eu plusieurs fois à intervenir sur le sujet. Quand la Chine demande de censurer Google ou Twitter, ça nous choque. Et quand la France demande à Twitter aux États-Unis de donner les noms de ces personnes qui se rendent coupables de délits sur le territoire français, ça semble normal. En tout cas, moi, ça me semblait normal. Mais sur cette affaire, par exemple, moi, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, je comprends très bien pourquoi, mais je me dis que si on peut empêcher par la loi, par la régulation d'un réseau social, que des tweets pédopornographiques soient diffusés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas empêcher que des tweets antisémites, homophobes ou racistes soient diffusés. J'attends toujours la réponse à cette question. J'en ai discuté avec des dirigeants de Twitter, France et américains. Et je me réjouis que Twitter ait enfin
ouvert un peu la porte à la sanction, à défaut de censure, mais en tout cas à la sanction de gens qui se rendent coupables de délits sur Twitter. Par ailleurs, sur le droit de savoir, évidemment, je suis à 100% d'accord avec toi, mais je crains que ça ne suffise pas. Parce que on voit bien comment fonctionnent nos démocraties, en tout cas les démocraties occidentales. Le citoyen, l'électeur, éclairé ou pas d'ailleurs, sait un certain nombre de choses. Il le sait, il sait ces choses-là, et même bien avant l'arrivée des médias de masse, en tout cas sur le numérique. Et pourtant, le système reste à l'identique. Des politiques qui ont été multiples fois condamnés, moult fois condamnés, sont de nouveau élus. Le système de prébande continue. Le système élitiste français se porte à merveille, alors que le citoyen sait déjà. Donc le droit de savoir, oui, mais est-ce suffisant? Et puis vraiment d'un mot pour ajouter sur le fait que la France se soit effectivement couverte de honte en empêchant un chef d'État de survoler son territoire parce qu'elle pensait que Snowden était à bord de cet avion. Elle s'est aussi couverte de honte dans les jours qui ont suivi ou qui ont précédé en refusant l'asile à Edward Snowden. Pardon. Bien sûr. Est-ce que je peux répondre tout de suite? Parce que je pense qu'il y a une confusion dans la façon d'aborder cela par Audrey Pulvar. Nous, ici, on parle des médias, c'est-à-dire on parle de journaux. On parle de journaux, et j'ai dit, nous défendons le meilleur de la tradition au cœur de la modernité. Nous sommes des journalistes, nous vérifions, nous recoupons, nous travaillons, nous faisons notre travail. Oui, non, mais pas tous. Je dis, nous qui sommes ici, c'est de cela dont nous devons parler. Hein. Nous ne sommes pas face à M. Twitter ou à M. Facebook. Je dis ça pourquoi? Parce que le kiosque d'un journal imprimé, avec les lois sur la presse. Je suis désolé, mais dans un kiosque papier, depuis très longtemps, il y a une presse, tout ce qu'il y a de plus critiquable, tout ce qu'il y a de plus racoleuse, tout ce qu'il y a de plus people, qui préfère se voir condamner après avoir vendu une photo indiscrète de Caroline de Monaco ou d'Audrey Pulvar. Bon, voilà, je veux dire, le problème n'est pas le support. Le problème est qu'est-ce qu'on fait. Et de ce point de vue, Audrey, pardonne-moi, mais je pense qu'actuellement, ce que nous montrons, nous, les acteurs professionnels sur le numérique, en utilisant ces tuyaux, c'est-à-dire, encore une fois, ce que permettent, et en acceptant cette idée que, oui, nous ne sommes pas propriétaires de la parole publique, et que nous sommes sur une agora où, en effet, il y a des gens qui disent des bêtises. Ils sont tout à fait repérables. Moi, quand je reçois une sommation... C'est une plateforme de blog, le club de Mediapart, dans une culture de libre parole, de free speech. La modération est a posteriori. Quand je reçois une injonction de dépublication, je dépublie. Et on peut m'alerter. Et il y a une charte éditoriale. Et quand on me demande par commission rogatoire l'identification, j'identifie. Tout cela, il y a un cadre légal. Il existe. Il existe. Donc la question n'est pas de penser qu'actuellement ça nous échappe. Le vrai problème de M. Twitter ou de M. Facebook, de M. Amazon, de M. Google, c'est l'imposition. C'est l'argent qu'ils nous volent, hein, et qui, grâce aux paradis fiscaux. Donc ça, c'est le vrai problème, hein, le vrai problème d'avoir une bataille européenne là-dessus. Mais pardonne-moi, dans la crise que vise la vieille, ce que j'appelle la vieille presse, au sens d'un certain âge de la presse, et qui n'arrive pas, qui a peur, qui se barricade, qu'est-ce qu'elle fait dans son affolement? Elle a fait 3 choses. Premièrement, elle a détruit de la valeur en faisant la gratuité marchande, c'est-à-dire publicitaire, avec ce qu'elle vendait en kiosque. Et elle ne s'en relève pas. Mediapart a fait la démonstration contraire. Si les lecteurs trouvent que l'information est utile, ils sont prêts à acheter. Deuxièmement, c'est toutes ces stratégies à la fois audiovisuelles et sur le web. Du coup, comme elle marche à l'audience en étant dans la gratuité publicitaire, au grand nombre, à la foule, à la masse, qui est l'envers du public, le public fidèle qui choisit son journal. YAG, Mediapart, Reflet, j'ai mes journaux, et après je vais en voir d'autres, etc. Eh bien, elle a fait le détour par l'opinion. L'opinion. C'est-à-dire blablabla, bla, 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 ton avis contre le mien. Mais je suis désolé, et c'est ça le cœur de l'enjeu du droit de savoir.
Et c'est ça la ruse dont vous devez vous méfier et qui explique les ascensions. Parce que le racisme, excuse-moi, il était à une heure de grande écoute au service public et je le lui ai dit face à face, tu le sais, dans On n'est pas couché, dans la bouche d'Éric Zemmour. Donc, c'est pas Internet qui faisait Éric Zemmour. Bon. Et Robert Ménard, je lui ai dit quelle déchéance. Et aujourd'hui, il est candidat Front National à Poitiers. Il était le chef de Reporters sans frontières. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, l'opinion, c'est que... Et c'était tout le débat. C'est-à-dire que l'opinion, un monde où il n'y aurait que de l'opinion, mon opinion contre la tienne, mon point de vue, on en a tous. On a tous des convictions, on a tous des préjugés, on a tous des croyances. Mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre ton point de vue, ma croyance contre ta croyance, du coup ma communauté contre ta communauté, ma religion, mon identité, c'est la guerre de tous contre tous. L'idéal démocratique, et c'est ça l'écosystème qu'on doit refonder, c'est mettre au cœur de tout, des réseaux sociaux et d'autres. Moi, je ne tweete jamais sur ma vie privée. Je suis le promoteur, comme le petit bonhomme, le petit crieur. Je ne tweete que les contenus de Mediapart. Quelles infos on apporte? Eh bien, remettre l'information au cœur. Aujourd'hui, la vraie ruse, c'est la multiplication de ces débats d'opinion qui sont en fait la mort de la vraie conversation démocratique. Car qu'est-ce que c'est que le miracle d'une information? C'est qu'elle va me déranger. Ah oui, quand même, Cahuzac, c'est un bon ministre. Et puis, je suis de gauche. Et je voudrais que la gauche réussisse. Ah, merde. Ah, merde, ces salauds, ils avaient raison. Ah, mais alors, ça bouscule. Et ça bouscule. Et oui, et oui. Et c'est normal. Ah, j'étais sûr qu'ils étaient des anti-sarkozystes primaires. Et avec Hollande, ils avaient perdu leur fonds de commerce. Ah, merde, ils sont indépendants. Quand même, ils sont capables. Ça nous fait bouger. Ça nous fait discuter. On est au café ensemble. Dis, tu t'as vu ce qu'ils ont sorti? Ah ben oui, je ne pensais pas. Ça nous fait sortir. Qu'est-ce que c'est que la force de notre liberté? Et c'était ça le message de Stéphane Hessel. C'est qu'on n'est pas figé. C'est qu'on peut bouger, qu'on peut se déplacer. Au sens de se déplacer les uns vers les autres. Avoir une conversation et pas l'affrontement des haines et de la virulence. La télé produit ça. J'ai été invité, parce que j'accepte, j'ai été chez M. Nolot Zemmour pour mon dernier livre, Le droit de savoir. J'ai failli tomber. On est invité, on ne part pas. Et je n'aime pas faire ça. Ils m'invitent pour Le droit de savoir. Et puis en fait, ils n'avaient pas lu le livre. Ils sont payés très cher. Ils n'avaient pas lu le livre. Et là, j'ai M. Zemmour qui fait, à partir des clichés, vous savez, il a été trotskiste, c'est Staline, il a la moustache de Staline, c'est un procureur. Fait que ça, je dis, mais de quoi on parle là? Attendez, voilà ce que je fais, voilà, on avait sorti une fiche, etc. Et je dis ça parce que le troisième, j'ai dit la gratuité marchande, l'opinion comme étouffement de l'information et la crise de Jean-Michel Apathy, c'est cela, journaliste de commentaires. Journaliste devenu d'éditorial, et qui, du coup, c'est un bon gars, Apathy. Je l'ai connu pendant quelques mois au Monde. Il a commencé à Politis, donc long chemin. Bon, et il ne veut pas voir l'information qui le dérange. Et du coup, il se crispe, et du coup, il rentre, j'y crois pas, j'ai pas assez de preuves, etc. Et le troisième élément de ruse, et qui est très important pour moi, et je l'ai dit, y compris dans une revue faite pour ça, la GQ, on dit, une interview. Notre ennemi aujourd'hui, c'est le divertissement. On nous reproche souvent à Mediapart, et moi notamment, d'être trop sérieux, de prendre trop au sérieux les choses. Mais je crois ne pas être dénué d'humour, et y compris d'ironie à mon propre endroit. Mais ce que je crois, c'est qu'il nous faut prendre au sérieux la démocratie. Il nous faut prendre au sérieux cet enjeu-là. Nous n'avons que cette arme. Nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'autre levier que cette arme-là. Et plus nous développerons cette arme-là, plus, ok, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, oui, on peut être pessimiste. Oui, on peut se dire qu'il y a toutes les raisons, et si on est grec, on est encore plus pessimiste. Et néanmoins, on se bat. Et cette arme dont nous devons nous saisir, c'est cette arme démocratique. Voilà. Excusez-moi, je suis trop passionné. Non, mais c'est très bien, là, tu mets une ambiance de feu. Comme disait Aimé Césaire, on va en parler tout à l'heure, c'est Jacques Lacarrière qui disait « Quand je tiens les poèmes de Césaire dans les mains, je ne tiens pas des poèmes, je tiens du feu et du brasier. » Là, on est en plein dedans. Hein. Voilà, Olivier ou Judith, vous vouliez rebondir et ensuite la parole à la salle.
Oui, moi je suis désolé, Audrey m'a un peu fait bondir tout à l'heure en parlant de Twitter, donc je voulais juste parler des tuyaux, parce que bon, Edoui l'a très bien fait déjà. Moi je suis assez vieux pour avoir connu le Minitel. Alors Minitel, je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'espèce de petit bidule là. En gros, quand vous cherchiez de l'information sur le Minitel, déjà encore plus vieux que vous savez. Ouais. Mais bon, qui ont connu le fax. Ah oui, ouais. Non, mais en fait, l'information, on allait quand même la chercher avec le Minitel. Avec le fax, elle était censée tomber toute seule, c'est ça le truc. Quand on cherchait l'information sur le Minitel, déjà, il fallait commencer par décrocher le téléphone, donc ça commençait mal. Donc ça veut dire qu'on appelait Monsieur France Télécom. Donc Monsieur France Télécom avait accès à des serveurs, et dans sa grande mensuétude, et moyennant finance, il permettait à des gens d'avoir des services télématiques. C'est-à-dire que moi, si je voulais créer ma page web, par exemple, enfin ma page télématique à l'époque, j'étais obligé d'avoir un numéro sur lequel je pouvais faire casquer les gens, en fait. Quand est arrivé Internet, c'était plus pareil. On s'est rendu compte au début qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un monsieur France Télécom en plein milieu, ça passait aussi par le téléphone. Mais il y a eu un déplacement en fait de l'intelligence. L'intelligence qui était située au cœur du réseau, à l'époque du Minitel, s'est déplacée aux extrémités du réseau. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'information circule de cette manière, c'est ce qui fait qu'une personne qui n'est pas journaliste, qui n'est pas politique, qui peut exprimer ses opinions, va s'ouvrir un blog, elle va s'ouvrir son je suis pas content.com, et si elle n'est pas contente et qu'elle le dit bien, elle va avoir plus de visiteurs que son député. Et c'est ça que je dirais le vieux monde de la presse et le vieux monde de la politique en général un peu de mal à assimiler. Et quand Audrey parlait tout à l'heure de régulation de Twitter, alors moi je bondis tout de suite, parce que ça veut dire mettre un gendarme au milieu des tuyaux, en gros, qui va dire ça c'est légal, ça c'est pas légal. C'est un petit peu le concept de la régulation. Or, ce qu'expliquait Edoui tout à l'heure, c'est que Internet n'est pas fait pour ça. Déjà, il n'y a pas de milieu. Trouver le milieu d'Internet, c'est vachement compliqué. Alors, effectivement, il y a un service qui s'appelle Twitter. Ils sont à peu près capables de censurer a posteriori et de dénoncer en fait certaines personnes. Et encore, c'est pas évident, parce que si les mecs sont pas trop débiles, ils se sont quand même cachés pour dire des bêtises. Donc c'est même pas dit qu'avec l'aide de Twitter on arrive à les retrouver. Mais en fait l'important n'est pas là. J'ai vécu l'histoire des hashtags racistes et tout ça de manière un peu bizarre, parce que moi je suis tout le temps sur Twitter. J'y passe vraiment beaucoup de temps. Je les avais pas vus passer. Je les ai découverts à la télé. Non mais c'est un peu choquant. Enfin, je découvre ce truc à la télé, je vois que tout le monde en parle et je comprends pas. Je me dis pourquoi ce truc a été monté en épingle. On s'en fout. Quand il y a une personne qui dit des bêtises sur Twitter, en principe, elle se fait autoréguler. Il y a un mécanisme qui permet de dénoncer la personne. Et au bout d'un moment, son compte saute. Elle crée un autre compte dans la seconde. Hein. Voilà, je vais vous donner un... Ah oui, mais alors attendez, je vais vous donner un exemple qui est génial, c'est celui de Frédéric Lefebvre. Alors Frédéric Lefebvre, on va se situer à l'époque où il avait balancé une grande tirade sur Internet en expliquant combien de jeunes filles violées, combien de bombes, combien de faux médicaments, enfin voilà. Et donc il appelait à une régulation de l'Internet. Chose qui a été initiée par Nicolas Sarkozy, donc avec le IG8, qui était d'une arrogance mais sans nom. Les petits Français qui invitent les grands Américains pour leur expliquer, écoutez, on va réguler Internet, c'est génial, donc toi Facebook, tu vas te réguler maintenant, parce que déjà tu es un sauvage. Donc il a essayé de nous civiliser en gros, parce qu'on était des gens pas très civilisés quand même. L'Internet civilisé, c'était ça. Donc on a essayé de nous civiliser. On n'était pas civilisés apparemment. Sauf que quand Frédéric Lefebvre est arrivé sur Twitter, les internautes l'ont civilisé. Ils l'ont reporté comme abuse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 20 minutes, son compte s'est fait fermer par Twitter, tout simplement. Voilà. Donc la masse a raison face à l'individu. Quand vous parlez tout à l'heure, vous disiez quelqu'un crée son blog et je suis pas content.com et il a plus d'audience que son député, donc finalement il a raison. Moi je suis pour la circulation de l'information, évidemment pour la libre parole, pour le fait qu'il y ait que les élites descendent dans l'agora, évidemment, et en tout cas si ce ne sont les élites, les journalistes. Mais je peux vous opposer comme argument qu'un programme complètement débilitant, destiné à capter du temps de cerveau disponible sur une grande chaîne le samedi soir à 20h, fait beaucoup plus d'audience qu'un programme intelligent et qui pourrait éclairer un peu plus les gens qui ont regardé le programme de 20h. Donc la vraie bataille... L'audience n'est pas forcément la mesure de la qualité. Mais la vraie bataille, Audrey, elle est de ce côté de ces grandes audiences. Parce que, encore une fois,
je dis, le club de Mediapart, nous avons 80 000 abonnés aujourd'hui. Il y a plein de bêtises qui s'écrivent sur le club de Mediapart. Comme il l'a dit, elles restent au fond. Nous sommes journalistes, nous faisons un tri, et le public fait un tri. Donc il faut faire confiance à ce tri. En revanche, le vrai problème, c'est aujourd'hui les contenus des masses médias. Que fait la télévision publique aujourd'hui sur la lecture du livre? Qu'est-ce qu'elle fait sur les spectacles de qualité? Qu'est-ce qu'elle fait sur les débats d'idées? Quand Mediapart fait un live de 5 heures, tu le sais, et que pendant 1 heure, on voit des intellectuels débattre, tu n'as jamais ça sur aucune chaîne de télé. Or, c'est Internet, et c'est par les réseaux sociaux que nous faisons connaître ça. Donc, je pense que là, pour des raisons que je comprends, nous sommes des personnages publics, et nous, comme personnages publics, je vois très bien. Moi, je vois parfois des messages qui me concernent, qui sont d'une violence inouïe, y compris des appels au crime et au meurtre. Oui, j'en vois. Bon, je ne signale pas, je ne réagis pas. J'admets cette idée que, voilà, nous sommes des personnages publics et que au fond, je préfère à la limite savoir qu'il y a de la haine qui circule. Et du coup, j'entends la sympathie plus forte qui circule. Bon, mais je pense que ce n'est quand même pas le point central de notre débat. Le point central de notre débat, c'est comment on élève la qualité de l'information grâce à la révolution numérique. Voilà. Et on est tout à fait d'accord, mais mon propos au tout début était justement de dire que les médias, alors on peut parler de la vieille presse ou je ne sais comment l'appeler, mais en tout cas les médias dont a priori on peut espérer qu'ils fassent sérieusement leur travail d'information, s'appuient désormais de façon totalement large. Non, je ne dis pas que ce soit le numérique qui soit le fautif, mais s'appuient de façon totalement large et inconsidérée sur justement ces bêtises qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Mais c'est l'objet d'un autre débat, mais moi je suis à fond pour une régulation d'Internet. Parce que je considère, mais je sais que c'est un combat perdu d'avance probablement, mais je considère qu'on ne peut pas tout dire. Voilà. On a tout dit à une époque, pardon, on va arriver au point Godwin, on a tout dit à une époque, on a dit sur Radio Mille Collines, tuez-les tous, on a dit que les Juifs ne pouvaient pas faire ci ou ça, ou qu'ils ne pouvaient plus entrer à tel ou tel endroit, qu'ils étaient les auteurs de tel ou tel crime. On a considéré que c'était de la liberté d'expression, on a vu où c'est allé, et ça a été le cas dans tous les massacres de masse du XXe siècle, et pas seulement pour ce qui concerne la Shoah.